Mes frères ont ignoré les appels de ma mère mourante. Ils pensaient qu'il hériterait de tout. Mais elle m'a laissé une lettre, une clé et une fortune. Avec une seule instruction, leur apprendre ce que ça signifie vraiment d'être oublié. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien signifie tout pour nous. Si tu trouves cette histoire intéressante, mets un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu nous regardes, écris le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons. Un son aigu et dramatique, comme dans les films. C'était un bourdonnement, un bruit grave, monotone et constant, qui semblait étirer la dernière molécule d'espoir dans la chambre jusqu'à la casser. La ligne verte qui montait et descendait sans arrêt depuis 72 heures. Un électrocardiogramme fragile de la vie de ma mère était maintenant parfaitement plate. Une route vers le néant. Il était 15h42, un mardi. L'heure exacte où je suis devenu la seule personne vivante dans la pièce. Mes doigts étaient encore entrelacés avec les siens. Sa peau, autrefois chaude et douce malgré les effets de la maladie, commençait à devenir froide et cireuse. Une température qui n'appartenait plus à la vie. Moi, Adrian Roras, à 45 ans, je suis resté immobile. Je regardais cette ligne droite, comme si ma seule volonté pouvait la faire battre à nouveau. Mais elle ne l'a pas fait. Le bourdonnement a continué, une plainte électronique pour une vie de 73 ans. L'air de la chambre d'hôpital, toujours imprégné de cette odeur antiseptique. Entre propreté forcée et maladie cachée. Semblait soudain plus lourd, plus dense. Dehors, dans le couloir, la vie continuait, avec une cruauté indifférente. J'entendais le rire d'un enfant. Le cri aigu d'un ballon d'hélium frotté contre un mur. La voix forte d'un homme félicitant quelqu'un. Des familles. Des familles entières, unies dans la joie ou dans l'inquiétude partagée. Et moi, j'étais là. Dans une bulle de silence total. Une île de faim au milieu d'un océan qui continuait. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Pendant un instant, irrationnellement, un élan d'espoir m'a traversé. Peut-être que c'était Ricardo ou Valeria. Peut-être qu'ils répondaient enfin à mes appels. J'ai sorti l'appareil avec des mains tremblantes. L'écran affichait un rappel de mon agenda. Révision des plans. Client, Monsieur Méné. La banalité de l'alerte m'a giflé. J'ai balayé l'écran pour l'effacer. Et la page d'accueil a affiché l'historique des appels. Ricardo, 5 appels manqués. Valeria, 7 appels manqués. 7. Le dernier, il y a à peine une heure. Une dernière tentative désespérée et pathétique. Valeria, s'il te plaît, réponds. C'est maman. Elle n'a plus beaucoup de temps. Le message vocal que je lui avais laissé, avec la voix brisée par l'épuisement et le désespoir, n'avait même pas été écouté. L'excuse de Ricardo, quand j'avais réussi à lui parler le matin même, résonnait dans ma tête. Je suis en pleine réunion avec des investisseurs, Adrian. Je ne peux pas tout laisser tomber à chaque alerte. Tu sais comment est maman. Oui, je savais comment était maman. C'était une femme qui était en train de mourir seule pendant que son fils aîné pensait à son argent. Le souvenir d'Elena, mon ex-femme, m'a frappé comme un train. Notre dernière dispute, avant qu'elle fasse ses valises. On était dans la cuisine de notre ancien appartement. La lumière de l'après-midi tombait sur son visage tendu, rempli d'une tristesse résignée. « Ton problème, Adrian, m'avait-elle dit. D'une voix calme et tranchante. C'est que tu es toujours le sauveteur d'une famille qui ne veut pas être sauvée. Tu es marié à leurs problèmes, pas à moi. Tu te laisses piétiner par ton frère et ta sœur. Et c'est toujours toi qui nettoies le bazar. Et qu'est-ce que tu reçois en échange? Rien. À ce moment-là, je l'ai défendu. J'ai dit que la famille passait avant tout. Qu'ils étaient compliqués, mais qu'au fond, on s'aimait. Quel naïf j'étais. Elena avait raison. Elle avait toujours eu raison. Et le prix de ma loyauté aveugle, ça avait été mon mariage. Et maintenant, le prix, c'était cette solitude écrasante au chevet de ma mère mourante. Une jeune infirmière est apparue sur le seuil. Son visage mélangeait compassion professionnelle et vraie tristesse. Elle m'avait vu là, jour et nuit, refusant de partir. Vivant de café de machine et d'espoir vain que la porte s'ouvre et que mes frères apparaissent. « Monsieur Roras », dit-elle d'une voix basse.
Je suis désolé. J'ai hoché la tête mécaniquement, incapable de parler. Ma gorge était nouée, remplie de douleur et de colère. Elle est entrée lentement dans la chambre. Nous avons fait tout notre possible. Votre mère a été très courageuse. Courageuse. Oui, elle l'a été. Elle a été courageuse face à la maladie. Et encore plus courageuse face à la douloureuse vérité. Que deux des enfants qu'elle avait élevés l'avaient abandonnée dans son moment le plus sombre. L'infirmière s'est approchée. Son regard est passé de mon visage à mes mains, toujours entrelacées avec celle de ma mère. Avec une douceur infinie, elle a dit. Il y a autre chose, monsieur Horace. Votre mère m'a fait promettre de vous remettre ceci, uniquement à vous. Et seulement après que. Elle a sorti de sa poche une enveloppe. Elle était épaisse, en papier jauni. Et mon nom y était écrit dans l'écriture tremblante mais élégante de ma mère. Je l'ai prise, mes doigts effleurant ceux de l'infirmière. Le papier semblait étrangement lourd. Comme s'il contenait plus que des mots. Il contenait le poids d'une décision finale. L'enveloppe me brûlait presque dans la main. L'écriture de ma mère, bien que fragilisée par la maladie, gardait son style bien à elle. Les majuscules fortes, les lettres élégantes. Pour Adriane, disait-elle. Juste ça. Ni, mon cher fils, ni, pour mon Adriane. Juste le nom. Comme une instruction. Un titre de propriété. L'infirmière, je crois qu'elle s'appelait Monica, était toujours là. Gardant une distance respectueuse. Elle a été très insistante, dit-elle doucement, presque comme une excuse. Elle me l'a donné hier matin. Elle a dit. Quand le moment sera venu, assurez-vous que mon fils Adrian reçoive ça en main propre. Personne d'autre. J'ai hoché la tête de nouveau. Mon regard fixé sur l'enveloppe. Qu'est-ce qui pouvait être si secret, si important? Qu'elle ne me l'avait pas dit de son vivant? Ces derniers mois, on avait parlé de tout et de rien. On avait évoqué les vacances de mon enfance. On avait débattu de politique. On avait commenté les livres que je lui lisais à voix haute. Mais il y avait aussi eu de longs silences. Des moments où son regard se perdait au loin. Et maintenant, je comprenais que dans ces silences, elle planifiait. Elle prenait des décisions. Avec un geste lent, presque cérémonial. Je brisai le sceau de l'enveloppe. Le bruit du papier qui se déchirait résonna étrangement fort dans le silence de la chambre. À l'intérieur, il n'y avait pas une lettre longue et sentimentale. Mais une seule feuille pliée. Et un petit objet dur qui tomba dans ma paume avec un tintement étouffé. C'était une clé. Une vieille clé en fer. Avec une tête en forme de trèfle. Et une patine de rouille qui trahissait des années d'abandon. Elle sentait le métal froid et la terre humide. Je l'examinais, la tournant entre mes doigts. Je ne reconnaissais pas cette clé. Ce n'était pas celle de la maison familiale. Ni de l'appartement que mes parents avaient en ville. Ni d'aucun endroit que je connaissais. Puis je dépliai la feuille. En haut, écrit avec la même écriture tremblante. Il y avait une adresse. Une rue à la périphérie de la ville. Dans une zone que je croyais inhabitée. Remplie de vieilles fermes et de terrains abandonnés. Ça n'avait aucun sens. En dessous de l'adresse, il y avait une seule phrase. Une phrase qui me glaça le sang. Et transforma le nœud dans ma gorge en bloc de glace. Ils n'ont jamais aimé leurs parents. Maintenant, ils vont apprendre ce que ça signifie d'être oublié. Je la relus 1, 2, 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Ce n'était pas une expression de douleur. Ce n'était pas une plainte. C'était une sentence. Une déclaration d'intention. Froide. Tranchante comme un scalpel. Vile. Aucun doute, elle parlait de Ricardo et Valeria. Monsieur Horace, vous allez bien? La voix de Monica me sortit de ma stupeur. Elle avait dû voir le changement sur mon visage. Le sang quittait mes joues. Oui, ça va, mentis-je. En repliant rapidement la feuille et en la rangeant dans la poche de mon pantalon avec la clé. Le métal froid contre ma cuisse était un rappel tangible. Quelque chose venait de changer. Je ressentais un mélange étrange de peur. Et, à ma propre surprise, une curiosité sombre qui grandissait en moi. Ce sont juste des dernières volontés, ajoutai-je. Tentant de donner un ton normal à ma voix.
Monica hocha la tête. Même si ses yeux montraient qu'elle ne me croyait pas tout à fait. Le médecin va venir dans un instant pour signer le certificat. Et ensuite, eh bien, ensuite, il faudra appeler les pompes funèbres. Prenez votre temps, monsieur Horace. Restez avec elle aussi longtemps que vous en avez besoin. Elle sortit de la chambre, refermant doucement la porte derrière elle. Me laissant de nouveau seul dans l'intimité de la mort. Je regardais ma mère. Son visage, maintenant dans le calme final, semblait presque paisible. Mais je savais maintenant que sous cette apparente sérénité se cachait une volonté de faire. Une résolution forgée par des années de déception et de solitude. Elle m'avait laissé plus qu'un simple souvenir. Elle m'avait laissé une clé, une adresse. Et une mission. Et à cet instant, je n'avais pas la moindre idée de la porte que j'étais sur le point d'ouvrir. Après avoir signé les papiers nécessaires à une procédure irréelle où ma main bougeait uniquement par habitude. Je sortis de l'hôpital. Le soleil de l'après-midi frappait avec une intensité presque agressive. Le monde continuait de tourner. Indifférent à la petite tragédie qui venait de se produire dans la chambre 304. Des familles aidaient des patients à monter dans des voitures. Certains portaient des fleurs, d'autres des fauteuils roulants. La vie, dans sa continuité implacable. Je m'assis dans ma voiture pendant 20 minutes. Les clés dans la main, incapable de tourner le contact. La note de ma mère me brûlait dans la poche. Ils apprendront ce que ça signifie d'être oublié. Qu'est-ce que ça voulait dire? Un simple rejet symbolique? Quelque chose de plus? La froideur de cette phrase me troublait. Ma mère avait toujours été l'image du pardon. Celle qui trouvait toujours des excuses pour ses autres enfants. Ricardo est très stressé par son travail. Valeria a ses propres problèmes avec son mari. Toujours. Mais quelque chose, dans sa dernière année, dans sa dernière semaine, dans ses dernières heures, avait brisé cette capacité infinie à pardonner. Finalement, j'allumai le moteur et me mêlai à la circulation. Le trajet vers la maison fut un flou de feux rouges et de passants. Ma maison est la maison familiale où j'avais grandi. Et où j'étais revenu vivre pour m'occuper de maman pendant les premiers mois de sa maladie. Avant que son état nécessite les soins constants de l'hôpital. Me semblait maintenant être un mausolée. En entrant, le silence était différent de celui de l'hôpital. Là-bas, c'était un silence imposé, clinique. Ici, c'était un silence rempli d'échos. Des rires passés, des conversations anciennes. Je déposai les clés sur la table de l'entrée. Je décidai qu'il fallait que je le fasse. Il devait la prendre de ma bouche. Je composai le numéro de Ricardo en premier. Ça sonna 4 fois avant qu'il ne réponde. Oui. Sa voix semblait pressée, avec en fond sonore des claviers et des voix d'employés de bureau. Ricardo, c'est Adriane. Adriane? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis débordé, je vais entrer en réunion. C'est urgent? Je pris une inspiration. Maman vient de mourir, dis-je, sans détour. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Ce n'était pas une pause de choc ou de tristesse. C'était une pause pour digérer l'information. Ah, dit-il enfin. Bon, eh bien, que veux-tu qu'on y fasse? Au moins, elle ne souffre plus. C'était mieux, non? La froideur de sa réponse me coupa le souffle. Ce qui aurait été mieux, c'est que ses enfants soient avec elle, répliquai-je. La voix tremblante de colère. Oh, oh, du calme, répondit-il sur la défensive. Je t'ai dit que je suis débordé. Je ne peux pas tout laisser tomber. J'ai des responsabilités, Adriane. Le monde réel ne s'arrête pas. Non, bien sûr que non, dis-je. Et je raccrochai. Je ne pouvais pas l'écouter plus longtemps. Je posai mon front contre le mur froid du couloir, respirant profondément. Puis, avec une sensation de fatalité, je composai le numéro de Valeria. Elle répondit au deuxième son. Sa voix avait une touche d'agacement. « Qu'est-ce que tu veux, Adriane? Je t'ai dit de ne pas m'appeler. Je pars pour mon cours de yoga. Valeria, maman est morte. » Silence. Un peu plus long, cette fois. Je pouvais entendre sa respiration. « Quand ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Il y a 1 heure. »« Oh mon Dieu, ce n'est pas possible ?» Sa voix semblait sincèrement surprise.
Mais il y avait quelque chose de faux dedans. Comme si elle jouait le rôle qu'on attendait d'elle. La pauvre maman. Oui, la pauvre, répondis-je. Le sarcasme coulant dans ma voix. Elle a passé ses dernières heures à demander après toi et Ricardo. Ne recommence pas, Adriane, s'il te plaît, dit-elle. Son ton changeant brusquement, devenant défensif, aigu. Tu sais que les hôpitaux me mettent mal à l'aise. Et Ravière, mon mari, a été insupportable. Tu n'imagines pas ce que je vis. Non, c'est vrai, dis-je froidement. Je sais juste ce que maman a vécu, seule. Désolé. Tu veux que je dise quoi? Désolé? Mais on ne peut pas tous être le fils parfait, comme toi. Certains ont leur propre vie. Préviens-moi pour l'enterrement. Je verrai si Ravière me laisse venir. Elle raccrocha. Pas moi. Elle raccrocha au nez de son frère, qui venait de lui annoncer la mort de leur mère. Je restais à regarder le téléphone. Une colère glaciale coulant dans mes veines. Leur vie, leur indifférence, leur égoïsme. La phrase de ma mère me revint. Mais cette fois, elle ne me parut plus aussi terrible. Elle me semblait logique. Elle ressemblait à de la justice. Maintenant, ils vont apprendre ce que ça signifie d'être oublié. Je compris que ma mère n'était pas morte pleine de haine. Elle était morte avec une clarté absolue. Et elle m'avait choisi, moi, pour être l'exécutant de cette clarté. Je ne pouvais pas rester dans cette maison. Chaque coin hurlait son absence. Le fauteuil où elle lisait. La tasse de thé encore à moitié pleine dans la cuisine. L'odeur de son parfum qui flottait faiblement dans sa chambre. C'était insupportable. La solitude était une présence réelle. Un invité indésirable qui s'était installé dans chaque pièce. Mes yeux se posèrent sur la clé que j'avais laissée sur la table d'entrée. La clé, et l'adresse. Une idée folle, impulsive, me traversa l'esprit. Je ne voulais pas rester ici, au cœur de la douleur et des souvenirs. J'avais besoin de faire quelque chose. Bouger. Suivre le seul indice que ma mère m'avait laissé. Je pris la clé, sortis de la maison. Et montai dans ma voiture. Je tapai l'adresse dans le GPS de mon téléphone. Comme je m'y attendais. L'itinéraire m'emmena vers les abords de la ville. Par des routes de plus en plus étroites et rurales. Je laissai derrière moi le bruit et la circulation. Et pénétrai dans un paysage de champs verts et d'arbres anciens. Finalement, la voix du GPS annonça. Vous êtes arrivé à destination. Je regardai autour de moi. Il n'y avait qu'un chemin de gravier presque caché par des buissons. Et un vieux portail en fer forgé, entrouvert. Comme s'il m'attendait. Je garai la voiture sur le bas-côté. Et m'approchai. Au bout du chemin de gravier. Il y avait une petite cabane. Ce n'était pas une grande maison de campagne. Mais une construction modeste en bois. Dont la peinture blanche s'écaillait pour révéler un gris argenté. Laissé par le temps. Un rosier sauvage avait envahi tout un mur. Ses branches épineuses griffant les cadres des fenêtres. Ça ressemblait à un lieu oublié par le temps. Un secret bien gardé. Le cœur battant fort. Je poussai le portail, qui grinça en protestant. Je marchai sur le sentier. Le gravier craquant sous mes pas. Le seul bruit dans l'air. J'arrivai à la porte d'entrée. Une lourde porte en bois massif avec un heurtoir en forme de tête de lion. La serrure était ternie. Mais pas forcée. Je sortis la clé de ma poche. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je l'insérais. Elle s'emboîta parfaitement. Je tournai la clé. Et un déclic satisfaisant résonna dans le silence. Je poussai la porte. L'air qui m'accueillit sentait le papier ancien, le bois sec. Et un parfum léger mais persistant de lavande. Des particules de poussière dansaient dans les rayons du soleil. Qui traversaient les rideaux à moitié tirés. C'était comme entrer dans une capsule temporelle. L'intérieur était petit mais chaleureux. Une cheminée en pierre dominait un mur. Entouré d'étagères remplies de livres de toutes formes et tailles. Un canapé confortable recouvert d'un plaid en laine. Invitait à s'asseoir. Sur une table basse, il y avait des piles d'albums photos. Avec mon œil d'architecte. Je remarquai l'intelligence de la disposition. Chaque espace était optimisé. La lumière naturelle était utilisée avec brio.
Il y avait un sentiment de solidité, de soin. Dans chaque détail. Ce n'était pas une maison de vacances improvisée. C'était un vrai foyer. Un foyer vécu. Aimé. Le vrai foyer de ma mère. Pas la chambre d'hôpital. Ni la maison familiale pleine de fantômes. Je marchais jusqu'à la petite cuisine. Sur la table ronde en bois, exactement au centre. Il y avait une autre enveloppe. Identique à celle que l'infirmière m'avait donnée. Mais cette fois, elle était adressée à quelqu'un d'autre. Écrit dans la même écriture. Pour Maître Moral. À ouvrir seulement après ma mort. Maître Moral. Le vieil ami de mon père. L'avocat de la famille depuis 40 ans. Un homme droit, honorable et discret. Quel rôle jouait-il dans tout ça? Je m'assis sur l'une des chaises de la cuisine. La poussière se soulevant autour de moi. Je réalisais que je n'étais pas dans un endroit abandonné. J'étais dans un sanctuaire. Un lieu que ma mère avait gardé secret. Préservé délibérément. C'était ici que son cœur avait trouvé refuge. Loin des déceptions et des douleurs de sa vie quotidienne. Et pour une raison que je ne comprenais pas encore. Elle avait décidé de partager ce secret avec moi. Uniquement avec moi. Elle m'avait donné la clé de son monde intérieur. Et la responsabilité de dévoiler son dernier et plus profond mystère. Le soleil commençait à descendre, colorant le ciel de teintes orange et violettes. À travers les vitres poussiéreuses de la cabane. Le silence, maintenant, n'était plus oppressant comme à l'hôpital. C'était un silence respectueux, rempli de questions. Je tenais l'enveloppe adressée à Maître Moral dans mes mains. Je la pesais. La tentation de l'ouvrir était immense. Mais l'instruction de ma mère était claire. Cette enveloppe n'était pas pour moi. Je sortis mon téléphone. Le numéro du cabinet, Moral et Associés, était enregistré dans mes contacts depuis toujours. C'était celui que mon père appelait pour toute affaire, grande ou petite. J'hésitais une seconde. Il était plus de 17 heures. Il devait sûrement être parti. Mais je composais quand même. À ma surprise, ce ne fut pas une secrétaire qui répondit. Mais lui-même. Moral, bonsoir. Sa voix, grave et posée, n'avait pas changé. C'était la voix de l'autorité tranquille. Maître Moral? C'est Adrian Roras. Il y eut une brève pause. Je pouvais l'imaginer, de l'autre côté du téléphone. Un homme de plus de 70 ans. En costume impeccable. Les cheveux argentés. Assis dans son fauteuil en cuir. Adrian, dit-il, et son ton changea, passant de professionnel à personnel. Il y avait une touche de chaleur, mais aussi de solennité. Mon garçon, je suis désolé de te parler dans ces circonstances. Je viens d'apprendre la nouvelle. Je suis sincèrement désolé. Isabelle c'était une grande dame. Merci, maître, dis-je, la voix un peu rauque. Je vous remercie pour vos mots. Tu n'as pas à me remercier. Ta mère et ton père faisaient partie de mes plus chers amis. Je le sais. Et c'est justement pour ça que je vous appelle. Je suis dans une propriété qui appartenait à maman. Et j'ai trouvé une enveloppe qu'elle vous a laissée. Il y eut une autre pause, plus longue cette fois. Quand il reprit la parole, sa voix était grave, presque solennelle. Adrian, je t'attendais. J'attendais ton appel. Je restais figé. Vous saviez? Ta mère m'a rendu visite il y a environ 2 mois. Nous avons mis tous ses papiers en ordre. Elle a été très précise, très claire sur ses volontés. Elle m'a parlé de la cabane. Elle m'a dit qu'elle te donnerait la clé. Elle m'a dit que tu trouverais l'enveloppe. Et que tu m'appellerais. Un frisson me parcourut le dos. Ce n'était pas une décision de dernière minute. C'était un plan méticuleusement préparé. Je comprends. Qu'est-ce que je dois faire de cette enveloppe? Tu dois me la porter à mon cabinet, demain matin. Et il y a autre chose, Adrian, quelque chose de très important. Ta mère a imposé une condition incontournable dans son testament. Laquelle? Pour que le testament soit lu. Tous les bénéficiaires désignés doivent être présents. Très bien, dis-je. Et qui sont-ils? Toi, bien sûr. Et tes frères, Ricardo et Valeria. Mon cœur se serra. Eux?
vous êtes sûr? Absolument certain. Elle a été formelle à ce sujet. Elle m'a dit, et je cite mot pour mot, « Je veux qu'ils entendent chaque mot de ma bouche. Même si je ne suis plus là pour les prononcer. » La phrase de la note me revint en mémoire. Ils apprendront ce que ça signifie d'être oublié. Ça faisait partie du plan. Elle ne voulait pas juste écrire un document légal. Elle voulait qu'ils soient là. Elle voulait, d'une certaine manière, voir leur réaction. Je ne sais pas s'ils accepteront de venir, maître. Je viens à peine de leur parler. Ils devront venir, Adrian, me coupa-t-il, sa voix ferme, sans appel. C'est une obligation légale pour continuer la procédure. S'ils refusent, tout sera ralenti et compliqué. Fais-les venir. Dis-leur que c'est leur devoir. Demain matin, 10 heures, à mon cabinet. Sois ponctuel. J'y serai, dis-je. Et Adrian, ajouta-t-il juste avant de raccrocher. Son ton redevenu doux. Prépare-toi. Ta mère était une femme exceptionnelle. Mais les dernières années ont été très dures pour elle. Elle a pris les décisions qu'elle pensait justes. Tout le monde ne les comprendra pas. Je raccrochai. L'ampleur de la situation commençait à m'envahir. Ma mère n'avait pas simplement préparé sa mort. Elle avait orchestré ses conséquences. Et elle m'avait mis, moi, au centre de cette mise en scène. Comme le réalisateur de son dernier et plus grand acte. Je passais la nuit dans la cabane. Je ne supportais pas l'idée de retourner dans la maison familiale vide. Je trouvai un interrupteur. Et une lumière chaude et jaunâtre inonda le petit salon. L'endroit était remarquablement propre malgré la poussière superficielle. Quelqu'un, sûrement ma mère, lors de ses visites secrètes, avait tout gardé en parfait état. Il y avait des conserves dans le placard et des bouteilles d'eau. Je me fis un café instantané. Et m'assis sur le vieux canapé en laine. Entouré des livres et souvenirs d'une femme. Que je réalisais ne presque pas connaître. Je dormis quelques heures. Un sommeil agité, rempli de rêves étranges. Le lendemain matin, avec les premières lueurs du jour, je me réveillais avec une nouvelle détermination. La douleur était toujours là. Comme un poids sourd dans ma poitrine. Mais elle était maintenant mêlée à un sentiment de but. J'avais une mission à accomplir. Après une douche rapide, je remis les vêtements de la veille. Et quittai la cabane en fermant doucement la porte. Le chemin du retour vers la ville était différent. Je n'étais plus perdu dans le brouillard du deuil. J'étais concentré. Préparé pour les 2 appels les plus difficiles que j'aurais à passer. Je décidai d'appeler Valéria en premier. Elle était plus émotive, plus instable. Si je parvenais à la convaincre, Ricardo serait peut-être plus facile à faire plier. Elle répondit avec une voix ensommeillée. « Qu'est-ce que tu veux, Adrian ? Il est 8 heures du matin. » « Bonjour Valéria. J'ai besoin que tu viennes à une réunion aujourd'hui, à 10 heures. » « Une réunion ? De quoi tu parles ? Tu n'as rien de mieux à faire que d'organiser des réunions juste après la mort de maman ? C'est au cabinet de maître Moral. Pour la lecture du testament de maman. Il y eut un silence. Je sentis un changement dans sa respiration. Un testament ? Répéta-t-elle. Et cette fois, il y avait une note d'intérêt dans sa voix. Maman avait un testament ? Je pensais qu'elle n'avait rien. Apparemment si. Et le notaire a dit que c'était une obligation légale que tous les bénéficiaires soient présents. Toi, Ricardo et moi. Bénéficiaires ? Ce mot semblait lui plaire. Bon, j'imagine que c'est normal. Mais c'est un peu tôt, non ? Un peu de mauvais goût, tu ne trouves pas ? Ce n'est pas mon choix, Valéria. C'est une instruction légale. À 10 heures précises. Si tu ne viens pas, tu compliques tout. Elle soupira, un long soupir théâtral. D'accord, j'y serai. Mais je trouve ça de très mauvais goût. Je dois annuler mon rendez-vous chez le masseur pour ça. Je raccrochai avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. 1 sur 2. Restait le plus dur. Je composai le numéro de Ricardo. Il répondit aussitôt, avec sa voix énergique et professionnelle. Dis-moi, Adrian. Je lui expliquai la situation de la même manière. Sa réaction fut très différente de celle de Valéria.
Un pur scepticisme, teinté de mépris. Un testament, dit-il en ricanant. S'il te plaît, Adriane. Elle va nous laisser quoi? Ses dettes médicales et sa collection de romans à l'eau de rose? C'est une perte de temps. J'ai un déjeuner d'affaires ultra important. Ricardo, maître moral a été très clair. C'est une exigence légale. Si tu ne viens pas, la procédure est bloquée. Et quelle procédure? Celle pour se partager les miettes? Écoute, s'il y a quoi que ce soit, je te laisse ma part. Garde tout. Je n'ai pas de temps pour ces absurdités. L'arrogance dans sa voix fit monter ma colère. Ce n'est pas une question d'argent, Ricardo. C'est une question de respect envers la dernière volonté de la femme qui t'a mis au monde. Ce que tu as oublié de faire, d'ailleurs. Quand elle était à l'hôpital. Un long silence s'installa. Mon attaque avait fait mouche. Ne t'avise pas de jouer la carte du chantage émotionnel avec moi. Dit-il d'une voix basse et menaçante. Ce n'est pas du chantage. C'est un fait. Cabinet de maître moral. Demain à 10 heures. Si tu n'es pas là, je lui dirai de faire comme bon lui semble. Et toute conséquence légale retombera sur toi. Je raccrochai sans attendre sa réponse. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais parlé ainsi à mon grand frère. J'avais toujours été le conciliateur, celui qui évitait les conflits. Mais quelque chose avait changé en moi. La voix de ma mère. Sa détermination. Sa douleur. Tout ça était devenu ma force. Je n'étais plus seulement Adriane. Le petit frère. J'étais l'exécuteur d'une volonté de fer. Et je les convoquais. Pas à une simple lecture de testament. Mais à un jugement. J'arrivai à l'immeuble de bureau du centre-ville 10 minutes avant 10 heures. C'était une construction classique, en pierre et en marbre. Qui abritait certains des cabinets d'avocats les plus anciens et respectés de la ville. Le cabinet de maître moral était au 3e étage. Je montai par l'ascenseur en bois et laiton. Sentant dans la poche intérieure de ma veste l'enveloppe que je devais lui remettre. C'était la seule chose que j'avais prise de la cabane. Un talisman. Une preuve que je n'étais pas devenu fou. Quand les portes s'ouvrirent, je les vis. Ricardo et Valeria étaient debout au bout du couloir. Devant la porte en bois acajou avec la plaque en laiton, moral et associé. Ils ne se parlaient pas. Valeria fumait nerveusement une cigarette en regardant son téléphone. Elle portait une robe noire chère. Plus adaptée à un cocktail qu'à un deuil. Ricardo, avec son costume sur mesure et sa mallette en cuir, avait l'air d'un requin hors de l'eau. Il fronçait les sourcils. Et ne cessait de regarder sa montre en or. Tiens, regardez qui voilà, le fils prodigue. Lâcha Ricardo avec sarcasme dès qu'il me vit. Tais-toi, Ricardo, grogna Valeria. En écrasant sa cigarette contre le mur. Ce qui lui valut un regard assassin d'un homme qui passait. J'arrive à l'heure, dis-je simplement. Ignorant leur hostilité. Espérons que cette mascarade se termine vite. Répondit Ricardo. J'ai des choses plus importantes à faire que d'écouter les dernières volontés sentimentales de maman. À ce moment-là, la porte du cabinet s'ouvrit. Ce ne fut pas maître moral, mais sa fidèle secrétaire. Une femme âgée et gentille nommée Estla. Monsieur Roras, mademoiselle Roras. Je suis désolé de vous voir dans ces circonstances, dit-elle avec sincérité. Maître moral vous attend. Entrez, je vous en prie. En entrant dans la salle de réunion une pièce lambrissée, remplie de livres de droit reliés en cuir. La tension monta encore d'un cran. Maître moral se tenait debout derrière une immense table en acajou. Son visage était une parfaite expression de sérieux professionnel. Ricardo. Valeria. Adriane. Veuillez vous asseoir, dit-il d'une voix qui remplit la pièce. Mais nous n'étions pas seuls. Assise sur l'une des chaises en face de la table. Avec une tranquillité qui contrastait violemment avec la crispation de mes frères. Il y avait Donia Elvira. La voisine de ma mère depuis plus de 30 ans. Une petite dame aux cheveux blancs et aux yeux vifs. Qui avait toujours été plus famille pour ma mère, que nous. Elle portait une simple robe grise. Et tenait un vieux sac à main sur ses genoux. Elvira? Qu'est-ce que tu fais là? Demanda Valeria, incapable de cacher sa surprise et son irritation.
Doña Elvira la regarda calmement. C'est Maître Moral qui m'a demandé de venir. C'est ridicule, pesta Ricardo en s'affalant sur une chaise. Maintenant on invite aussi les voisins. Et après, ce sera quoi? Le facteur? Doña Elvira est ici parce que votre mère l'a expressément indiqué dans son testament. Coupa Maître Moral. Sa voix tranchante comme une lame. Cette simple phrase fit taire Ricardo sur le champ. Maintenant, si vous me le permettez. Nous allons commencer. Je m'assis entre mes frères. Je pouvais sentir leur hostilité irradier vers moi. Je sortis l'enveloppe de ma poche. Et la fis glisser sur la table vers l'avocat. Maman m'a demandé de vous remettre ceci, maître. Il la prit, l'examina, et hocha la tête. Merci, Adriane. Cela complète le dossier. Il ouvrit une pochette en cuir posée devant lui. Et enfila ses lunettes de lecture. Le silence dans la pièce était total. Seul le tic-tac d'une horloge murale. Et les battements agacés du pied de Ricardo sur le sol le brisaient. Nous sommes réunis aujourd'hui. Commença Maître Moral. Sa voix solennelle et formelle. Pour procéder à la lecture du testament de Madame Isabelle Roras de Garcia. Signé et enregistré il y a 2 mois. Alors qu'elle était pleinement lucide. Ricardo et Valeria échangèrent un regard d'ennui. Doña Elvira, elle, gardait les yeux fixés sur l'avocat. Ses mains posées l'une sur l'autre sur son sac. Moi, je retenais mon souffle. Le jugement allait commencer. Maître Moral tout sauta légèrement et ajusta ses lunettes. L'air dans la salle de réunion semblait s'être solidifié. Chaque grain de poussière suspendu dans les rayons de lumière semblait figé, en attente. Moi, Isabelle Roras de Garcia. En pleine possession de mes facultés mentales. Et de ma propre volonté. Déclare ce document comme mon dernier testament. Révoquant tout autre antérieur. L'utile d'une voix monotone, très légale. Ricardo soupira avec impatience. Un soupir très audible. Valeria, discrètement, se limait un ongle sous la table. Pour eux, ce n'était qu'une formalité ennuyeuse. Un moment perdu dans leur vie, importante. Ils n'avaient aucune idée de la tempête qui allait s'abattre. L'avocat sauta les longues introductions juridiques. Et arriva à la partie sur la répartition des biens. Je vis Ricardo se redresser légèrement sur sa chaise. Valeria cessa de limer son ongle. Après avoir longuement réfléchi à mes affections. Mes déceptions. Mes fidélités. Et mes trahisons. Je dispose de mes biens terrestres de la façon suivante. L'utile. Marquant une pause volontaire. Créant une tension électrique. Il leva les yeux par-dessus ses lunettes. Et regarda directement Doña Elvira. D'abord, à ma chère amie et voisine Elvira Méné. Qui, durant les 10 dernières années, a été la véritable famille que le sang m'a refusée. Je lègue la somme de 500 000 pesos, environ 27 800 $. En petit témoignage de ma gratitude immense pour sa compagnie. Ses soins. Et pour avoir consolé ma solitude. Quand ceux qui en avaient l'obligation m'ont tourné le dos. Un petit cri de surprise étouffé s'échappa de Valeria. Ricardo resta bouche bée. Regardant la vieille dame comme s'il la voyait pour la première fois. Un demi-million de pesos à la voisine. Doña Elvira, elle, porta la main à sa bouche. Ses yeux se remplissant de larmes. Pas des larmes de joie. Mais de surprise et d'émotion. Elle secoua la tête. Comme si elle n'y croyait pas. Maître Moral ne lui laissa pas le temps de se reprendre. Il continua, implacable. Son regard se tourna vers ma sœur. À ma fille Valeria Roras. Je lègue ma collection complète de bijoux de fantaisie. Ce qu'elle admirait tant. Et qu'elle empruntait souvent sans mon autorisation. Qu'ils lui servent à se rappeler que la brillance extérieure ne reflète pas toujours la vraie richesse intérieure. Et que la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans ce qu'elle montre, mais dans ce qu'elle donne. Le visage de Valeria passa du rose au rouge profond. Des bijoux de pacotille. Sans aucune valeur. C'était une gifle. Un message déguisé en leçon. Ses poings se serrèrent sur la table. Ses jointures blanchissant. L'avocat tourna la tête vers mon frère. À mon fils Ricardo Roras. Je lègue la vieille horloge murale de son père.
Celle qui a cessé de fonctionner le jour de sa mort. Je la lui laisse dans l'espoir qu'en la regardant, il essaiera de récupérer tout le temps qu'il ne m'a jamais donné. Tout le temps qu'il a préféré consacrer à ses affaires et à ses ambitions. Plutôt qu'à sa mère. J'espère qu'il comprendra que le temps perdu est la seule dette qu'on ne peut jamais rembourser. Ricardo resta pétrifié. Son visage, d'ordinaire bronzé et sûr de lui, avait pris une teinte grisâtre. L'horloge cassée. Un objet sans valeur. Et pourtant, un symbole terrible. Un rappel brutal de sa négligence. Il ouvrit la bouche, voulut parler. Mais aucun mot n'en sortit. Puis arriva le moment clé. Maître Moral fit une pause. Il but une gorgée d'eau. Et posa les yeux sur moi. Dans son regard, il n'y avait pas de triomphe. Seulement une profonde gravité. Enfin, il reprit. Sa voix légèrement plus basse. Comme s'il s'apprêtait à lâcher une bombe. Ah, mon fils Adrian Roras. Le seul qui est resté à mes côtés. Le seul qui a répondu à mes appels. Le seul qui a tenu ma main pendant que ma vie s'éteignait. Le seul qui ne m'a jamais rien demandé. Et m'a tout donné. Je lègue la totalité de mon patrimoine restant. Il marqua une pause. Laissant les mots s'installer. Cela inclut, mais ne se limite pas à. La maison familiale de la rue Mayor. La propriété rurale connue sous le nom de La Cabane. Tous mes comptes bancaires et placements. Le portefeuille d'actions. Et ma participation majoritaire dans l'entreprise Construction Roras Hijo. Fondée par mon défunt mari, ton père. Le silence qui suivit fut total. Lourd comme avant un tremblement de terre. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. L'entreprise. Les biens. Tout. Valéria brisa le silence. Quoi? Son cri était aigu, hystérique. C'est une blague. C'est une erreur. C'est une blague, s'écria Ricardo. Se levant d'un bond. Sa chaise raclant le parquet. Son visage était déformé par la colère et l'incrédulité. Et il l'a manipulé. Il a profité d'une vieille malade. Ce n'est pas légal. Je vous assure que c'est parfaitement légal. Répondit Maître Moral, d'un ton si calme que ça en devenait irritant. Votre mère était totalement lucide au moment où elle a signé ce document. On va contester, hurla Valéria, elle aussi debout. Me pointant du doigt avec une main tremblante. Tu ne t'en tireras pas comme ça, espèce de voleur. Tu as volé ce qui nous revient de droit. Ce qui, vous revient? Comme si c'était un droit divin. Comme si vous l'aviez mérité? L'ironie était si amère que j'aurais pu en rire. Je les regardais. Leur visage déformé par la colère et la cupidité. Et pour la première fois, je ne ressentis aucune pitié. Seulement le poids froid de la justice. La justice de ma mère. La salle de réunion était devenue un champ de bataille. La rage de mes frères et sœurs était une force palpable. Une tempête d'accusations et de menaces. Qui se heurtait à l'immobilité implacable de Maître Moral. Maître Moral ne bronchait pas. Il laissa la colère s'exprimer sans intervenir. Il avait vu ça des dizaines de fois. Des familles déchirées par l'héritage. Mais celle-ci était différente. Cette fois, c'était prévu. Quand Ricardo cria que tout cela serait invalidé. Qu'il irait en justice. Que j'étais un manipulateur. Que leur mère avait été influencée. L'avocat leva lentement la main. Asseyez-vous. Il ne cria pas. Mais sa voix claqua dans la pièce comme un coup de tonnerre. Même Ricardo, furieux, obéit. Votre mère, reprit Maître Moral en sortant une autre enveloppe de son dossier, avait prévu cette réaction. Elle m'a confié une vidéo. Un message personnel qu'elle a enregistré 2 jours avant sa mort. Elle souhaitait que je le montre au moment opportun. Il inséra une clé USB dans l'ordinateur portable posé sur la table. Puis tourna l'écran vers nous. Il appuya sur lecture. L'écran s'alluma. Et là, elle apparut. Ma mère. Pas la femme affaiblie des derniers jours. Mais une Isabelle Roras droite, digne. Vêtue d'un chemisier blanc. Assise dans la cuisine de la cabane. Son regard allait directement à la caméra. Bonjour, mes enfants. Si vous regardez ceci.
C'est que je suis déjà parti. Sa voix était ferme. Claire. Aucune trace de confusion ou de maladie. D'abord, je veux que vous sachiez que je ne suis pas parti en colère. Je suis parti triste. Une pause. Triste parce que vous, mes enfants, ceux que j'ai portés, élevés, aimés sans condition, avez choisi de m'abandonner quand j'avais le plus besoin de vous. Elle regarda directement l'objectif. Valeria détourna les yeux. Ricardo serra la mâchoire. Adrian est resté. Il m'a soigné. Il m'a parlé. Il m'a écouté. Il m'a tenu dans ses bras quand je ne pouvais plus marcher. Il a sacrifié ses projets pour moi. Sans jamais rien demander en retour. Et vous deux? Vous n'avez même pas envoyé un message pour mon anniversaire. Silence dans la salle. Une chape de honte. Une claque plus violente que tous les mots. Vous n'avez pas été mes enfants. Pas dans les actes. Seulement dans le sang. Un frisson parcourut ma colonne. Alors, oui. Je laisse tout à Adrian. Parce qu'il a été mon fils. Parce qu'il m'a aimé. Et parce que je crois qu'il fera quelque chose de bon avec tout cela. Pas pour lui-même. Mais parce qu'il a un cœur. Et c'est tout ce que j'espérais vous voir développer un jour. Elle inspira, les yeux un peu humides. Ricardo. Je sais que tu penseras que je suis cruel. Mais la vraie cruauté, c'est de me regarder mourir à distance. Et de n'avoir rien fait. Valeria. Je t'ai toujours vue comme ma fille brillante. La plus vive. Mais la lumière ne vaut rien si elle n'éclaire personne. Je vous souhaite de changer. De grandir. Et peut-être, un jour, de mériter ce que vous pensiez vous appartenir. Elle regarda la caméra. Son regard était profond, mais sans haine. Juste du chagrin. Et une sorte de paix. Adrian. Mon fils. Merci. Je pars le cœur plein de gratitude. Ce que je t'ai laissé. Ce n'est pas une revanche. C'est une mission. Elle sourit, doucement. Prenez soin les uns des autres. Si c'est encore possible. L'écran devint noir. Personne ne parla. Pas un souffle. Même Ricardo, l'arrogant, avait les yeux humides. Il se mordait la lèvre. Luttant entre la rage, la honte, et une peine qu'il n'admettrait jamais. Valeria avait baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Je ne savais pas si elle pleurait, ou si elle tremblait de colère. Je restais immobile. Le message m'avait bouleversé. Je connaissais l'amour de ma mère. Mais je n'avais jamais compris à quel point elle m'avait vu, reconnu, choisi. Maître Moral referma le dossier. Puis, avec douceur. Voilà. Le testament est lu. Les volontés sont claires. Légalement inattaquables. Il fixa chacun d'entre nous. Vous pouvez quitter cette pièce avec colère. Ou vous pouvez en sortir avec un peu de vérité dans le cœur. Puis il se leva. Nous salua d'un hochement de tête. Et sortit, nous laissant seuls dans cette pièce pleine de silence. Le silence dans la salle était presque étouffant. Personne ne bougeait. On n'entendait plus ni horloge ni souffle. Juste ce vide, ce trou dans l'air. Laissé par les mots de notre mère. Comme une blessure qu'on ne pouvait pas refermer. Valeria fut la première à se lever. Elle rangea son sac d'un geste brusque. Comme si elle voulait effacer ce moment. Le refermer dans une boîte qu'elle ne rouvrirait jamais. Vous croyez que vous avez gagné? Me lança-t-elle d'un ton glacé. Les yeux encore brillants de larmes. Ce n'est pas une question de gagner ou perdre, Valeria. Ah non? Elle secoua la tête, un rire amer dans la gorge. Alors pourquoi elle t'a tout donné? Pourquoi elle nous a humiliés devant un notaire, une vieille voisine et toi? C'est ça, l'amour? C'est ça, la justice? Je ne répondis pas. Parce que je savais qu'aucune explication ne passerait maintenant. La douleur dans sa voix était réelle. Même si elle refusait de voir la sienne dans celle de maman. Elle quitta la pièce sans dire un mot de plus. Ses talons claquaient sur le sol comme des coups de marteau. Ricardo resta assis, les yeux rivés sur la table. Il ne disait rien. Mais ses poings tremblaient. Je m'attendais à ce qu'il explose. Mais au lieu de ça,
Il inspira lentement, profondément. Et dit, sans me regarder. Je pensais que j'étais le plus intelligent. Le plus fort. Le plus méritant. Il laissa échapper un rire, mais un rire vide. Je n'ai même pas su voir qu'elle mourait seule. Il se leva, sans me regarder. Puis marcha vers la porte. Juste avant de sortir, il s'arrêta et dit, toujours dos à moi. Prends soin d'elle, de son héritage. Fais en quelque chose de vrai. Puis il partit. Je restai seul dans la salle. Les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles. J'aurais dû me sentir triomphant. Mais je ne ressentais que, un mélange étrange. De paix. De tristesse. Et d'une lourde responsabilité. Donia Elvira se leva à son tour. Elle me regarda avec tendresse. Elle t'a aimé comme aucun autre. Mais elle a aussi espéré jusqu'au bout que les trois seraient là pour elle. Je hochai la tête. Je sais. Garde cette mémoire, Adriane. Et n'en fais pas une vengeance. Fais en une semence. Quelque chose qui grandit. Elle me prit la main un instant. Puis sortit. Je me retrouvai seul. Assis à cette table où s'était jouée la scène la plus importante de ma vie. Un testament, oui. Mais aussi un miroir. Qui nous avait tous forcés à nous regarder en face. Je sortis de la pièce. Et à cet instant précis, je sentis que quelque chose de lourd quittait mes épaules. Je n'étais plus seulement l'enfant invisible. Je n'étais plus celui qu'on avait mis de côté. J'étais le fils choisi. Non pas par chance, mais par fidélité. Par amour. Par constance. Et c'était à moi, désormais, de faire de cet héritage quelque chose qui valait plus que l'argent. Plus que les terres. Plus que l'entreprise. C'était à moi de réparer. À ma manière. Ce que les autres avaient brisé.